Allons aujourd'hui aborder les réponses pénales et civiles avec 3 intervenantes. Donc, tout d'abord, une femme victime de violence qui apportera son témoignage. Ensuite, une avocate et une directrice de SPIP. Je vous expliquerai tout à l'heure ce que c'est. Mais avant de vous donner la parole, oh, écoutez, non, j'avais prévu un petit, mais comme on a pris du retard, je ne vais pas le passer. Je vais pas le passer. Est-ce que notre témoin est prête à intervenir? Oui, elle me dit que ça devrait aller, qu'elle attend que l'autre la laisse entrer. Ça y est, Bon. c'est fait. C'est fait. Alors, je donne la parole à notre témoin, Mireille, qui est une de nos membres. À toi, Mireille. Et vous m'entendez? Oui. Oui. J'ai eu beaucoup de mal. Hein. Je n'arrivais pas à rentrer dans la réunion. Oui, on a des problèmes aujourd'hui. Désolée. C'est pas grave. On vous écoute. Juste pour vous expliquer pas ma vision des choses, mon ressenti. C'est très difficile d'en parler, même aussi. Je m'en doute. J'ai donc été confrontée à ces problèmes avec violence et physique et psychologique. 2 enfants, voilà, ça a duré quand même quelques années, trop nombreuses, mais bon. J'en suis sortie à l'époque parce que mes voisins et amis qui se sont un peu doutés de quelque chose de bizarre, puisque je n'avais pas dormi à la maison la veille, le matin, je n'avais pas emmené les enfants à l'école, je n'avais pas récupéré les siens pour les emmener à l'école. Donc, a appelé ma fille qui vivait par ailleurs sur Narbonne, puisque beaucoup plus grande que mon fils. Et donc, voilà, mes frères qui habitaient à l'époque pas très très loin de chez moi, les villages aux alentours, sont venus voir ce qui se passait le matin. Mais bon, mon ex-mari les a éconduits, donc ils sont partis. Et quand je suis repartie l'après-midi chercher mon fils à l'école, il m'attendait dehors. Et donc, voilà, j'ai été extraite, si je puis dire, de moi, et donc conduite à la gendarmerie. La gendarmerie, donc, dépôt de plainte. Donc, j'avais eu affaire à l'époque à un jeune gendarme, charmant, au demeurant très, très au fait de la chose, équipé d'un PC portable, ce qui était, il y a 20 ans, pas forcément très courant. Donc, voilà, qui m'a écouté, qui a noté tout ça, et qui me dit à la fin, je lui dis, on fait quoi? Ben, il me dit, ben, rien. Le problème, c'est que tant qu'il n'y a pas de fait, on ne peut pas intervenir. Mais on va surveiller. Voilà. Ça s'est arrêté là. Ça s'est arrêté là. Donc, moi, j'ai entamé une procédure de divorce, bien entendu. Je ne suis pas retournée chez moi. J'ai habité chez mes frères, chez ma fille, en attendant. Parce que pas de structure à côté pour pouvoir accueillir. Et puis, difficile d'en parler, je veux dire, difficile d'aller dire à un tel, je suis, voilà, il m'est arrivé ça et ça, compliqué. Et donc, sur ce, il s'est passé d'autres événements. Mon ex-mari interné en hôpital psychiatrique, enfin bon, plein de circonstances, les inondations de 99 qui se sont surrajoutées. Et donc, on arrive effectivement au divorce que j'ai dû prendre à mes torts pour être débarrassée, si je puis dire, et ne plus avoir ce poids sur les épaules, en essayant quand même de préserver un peu un cocon familial pour que mon fils puisse continuer quand même ses études, continuer à vivre normalement. Mais voilà, l'hôpital psychiatrique a levé l'internement de mon fils au bout de 2 mois, donc secteur ouvert. Le secteur ouvert, bien entendu, il n'y est pas resté. Et donc, je me suis retrouvée dans la même situation. J'ai été tranquille 2 mois et au bout de 2 mois, j'ai retrouvé
la même situation, c'est-à-dire je pouvais le rencontrer à tous les coins de rue, sorti de la clinique. Enfin bon, voilà. Je pouvais. Vous m'entendez toujours? Oui, Oui. oui, oui, oui. Comme mon écran a sauté. Je me suis retrouvée dans le même état d'esprit avec cette. C'est même pas une hantise, c'est une peur. Voilà. De le trouver à un coin de la clinique, à un coin du lycée, à essayer de savoir quand le gamin allait sortir du lycée. Voilà, donc ça a duré quelques années jusqu'à ce que, puisqu'il était sous curatelle, jusqu'à ce que la curatelle soit levée et qu'il s'en aille vivre au bout du monde. Mais pas forcément tranquille non plus. J'ai été tranquille, c'est ce que je disais à Carole hier, j'ai été tranquille en février 2012 quand il est décédé. Voilà. Mais j'en garde des cauchemars. Hein. 20 ans après, j'en garde des cauchemars. Voilà, quand ça m'est arrivé, il n'y avait rien. Voilà. Il n'y avait rien du tout. Et sans savoir vers qui se tourner, à part les forces de l'ordre, mais bon, qui n'avaient pas la possibilité d'aller bien au-delà de m'écouter. Ils ont entendu mon fils, qui n'était pas majeur à l'époque. Donc voilà, ils m'ont lu ce qu'il avait déclaré. Donc j'ai signé sa déclaration, évidemment. Mais voilà, ça s'est arrêté là. En tout et pour tout, ça s'est arrêté là. Voilà. Je pourrais en parler des heures, mais je vais vous épargner ça. Donc voilà. Bien, merci. Merci beaucoup, Mireille, pour ce témoignage. C'est courageux de témoigner ainsi. Donc, je vais maintenant vous présenter notre deuxième intervenante, donc, qui est Carole Oblique. Carole est titulaire d'une maîtrise de droit obtenue à l'Université de Perpignan. Elle a prêté serment en 2004 devant la Cour d'appel de Montpellier. Et elle a cofondé en 2016 le cabinet Vorlex et elle se consacre au droit de la famille. Alors, Carole a découvert les Sœurs Optimistes à l'occasion de l'anniversaire des 40 ans du club de Perpignan. J'ai eu l'occasion de la rencontrer à Saintes pour la réunion des présidentes et j'ai pu apprécier son enthousiasme et sa motivation. donc, Carole va nous présenter les réponses pénales et civiles aux violences. Carole. Merci beaucoup. Rebonsoir à toutes. Est-ce que tout le monde m'entend? Oui. C'est bon pour le micro, c'est bon? Oui, oui. Donc, je vais partager mon écran. C'est bon pour tout le monde? Oui. Allez. Oui, c'est parfait. Alors, je vais essayer d'être claire et concise et vous faire un tour d'horizon du dispositif légal qui existe en matière de violence conjugale et de mettre en lumière, en tout cas je l'espère, les avancées quand même qu'on a pu constater depuis ces 10 dernières années. Alors, vous avez pu voir à travers le témoignage de Mireille qui a 20 ans en arrière, 1999, la seule voie possible pour une victime de violence et pour obtenir une protection judiciaire, c'était la voie pénale et le dépôt de plainte. Et si, par malheur, on considérait que les faits n'étaient pas suffisamment caractérisés, eh bien, la victime se retrouvait seule et devait réintégrer le domicile avec le mari violent ou l'auteur violent. Il était donc indispensable que la loi évolue pour s'adapter et construire surtout des solutions adaptées aux spécificités des violences conjugales. Et l'avancée majeure, elle est issue de la loi du 9 juillet 2010, dont Françoise vous a parlé mercredi, et qui est la première loi consacrée spécifiquement aux violences conjugales, puisque cette loi va créer l'ordonnance de protection. Alors, l'ordonnance de protection, c'est quoi? Eh bien, comme vous l'a indiqué Mireille, il y a plus de 10 ans, lorsque vous souhaitiez bénéficier d'une protection judiciaire, il y avait 2 juges. Soit vous alliez devant le juge pénal avec un dépôt de plainte et si l'affaire était poursuivie, vous aviez la possibilité d'obtenir des mesures coercitives contre l'auteur.
et la voie civile qui vous permettait tout au plus d'obtenir un divorce pour faute en l'état des violences dont vous aviez été victime. Eh bien, l'innovation de l'ordonnance de protection, c'est qu'un seul juge va pouvoir prendre des mesures d'ordre pénal, c'est-à-dire des mesures coercitives, mais il va également pouvoir statuer sur le logement de la famille, sur les droits de visite et d'hébergement sur les enfants, sur tout un tas de mesures qui va permettre et qui va conforter la protection de la victime. Alors, lorsqu'on parle de violence, eh bien, de quoi parle-t-on? On sait que les formes de violence sont multiples, qu'elles peuvent coexister. Vous avez des violences physiques, verbales, psychologiques, sexuelles, matérielles, économiques, au moyen de confiscation de documents ou maintenant, avec les nouvelles technologies, des faits de cyberviolence. Alors, c'est très difficile le domaine des violences intrafamiliales parce qu'elles se produisent au sein d'un foyer familial. C'est censé être protecteur, c'est censé être fédérateur. Et donc, pour les victimes, il est extrêmement difficile de pouvoir s'en extraire et de pouvoir sortir du silence. Alors, je vous disais, il existe et il coexiste toujours actuellement en France deux dispositifs, la voie civile, la voie pénale. Alors, la voie civile, elle a été très grandement améliorée par cette loi du 9 juillet 2010 et par deux lois qui sont issues du Grenelle des violences conjugales, une en décembre 2019 et l'autre en juillet 2020. Et l'ordonnance de protection le texte qui se réfère à l'ordonnance de protection est dans le Code civil, donc les dispositions civiles dont je vous parlais. Et concrètement, l'ordonnance de protection permet au juge aux affaires familiales de… alors, attendez, parce que… Hop, voilà. L'ordonnance de protection permet au juge aux affaires familiales de protéger en urgence la victime vraisemblable de violences conjugales tout en statuant sur les mesures relatives aux enfants et au logement. Alors, l'apport de cette procédure, c'est que le juge est saisi par la victime elle-même ou par le procureur de la République avec l'accord de la victime. Et je vous précise que ces dispositions sont applicables également pour les personnes majeures menacées de mariage forcé et elles permettent d'interdire la sortie temporaire du territoire. Alors, cette ordonnance de protection, elle va pouvoir être demandée par le conjoint victime, marié ou non, séparé, ou même n'ayant jamais cohabité avec l'auteur. Les mesures vont pouvoir s'appliquer au bénéfice des enfants également et donc de la personne menacée de mariage forcé. Elle n'est plus conditionnée à l'existence d'une plainte pénale, donc on a vraiment une indépendance du juge civil par rapport à la plainte pénale, mais tout de même, lorsque le juge aux affaires familiales va l'accorder, cette ordonnance de protection, il va en informer le procureur de la République et il va pouvoir également attirer son attention sur l'éventualité de violence qui pourrait mettre en danger les enfants. Donc on a quand même, malgré tout, des rapports serrés entre le juge pénal et le juge civil pour permettre, autant qu'il est possible, une protection la plus complète pour la victime. Le mode d'union est désormais indifférent, c'est-à-dire que ça concerne les violences au sein du couple, qu'il y ait cohabitation ou qu'il n'y en ait plus, que vous soyez marié ou pas marié, et surtout, ça concerne également les anciens partenaires qui étaient liés par un PACS. Donc concrètement, lorsque la victime va saisir le juge aux affaires familiales, elle va devoir démontrer deux éléments. La vraisemblance des violences et la vraisemblance du danger. La preuve pèse sur les victimes, mais le juge aux affaires familiales va se contenter d'une vraisemblance. On n'a pas besoin de lui démontrer la réalité des faits qui ne pourraient être démontrés que si nous avions eu une condamnation pénale pour des faits de violence. Donc, le juge aux affaires familiales bénéficie là d'une certaine largesse dans l'appréciation des éléments qui lui sont soumis. Donc, la victime va devoir démontrer la vraisemblance des violences ou du danger.
Alors, les moyens de preuve qui sont à notre disposition, vous avez la plainte, puisqu'on sait quand même que c'est bien souvent le premier réflexe de la victime de violence que d'aller déposer plainte. Il y a également la possibilité de produire un certificat médical. Alors, je vous précise que lorsque vous déposez plainte pour des faits de violence, la plupart du temps, l'officier de police judiciaire, gendarmerie ou police, ou le procureur de la République peuvent demander à un médecin légiste d'examiner la victime afin de vérifier que ses propos correspondent aux blessures qui sont constatées. Et jusqu'à la loi du 30 juillet 2020, la victime n'avait pas copie de ce certificat médical. C'est-à-dire que vous déposiez plainte, le certificat médical ou le rapport du médecin légiste était dans la procédure pénale, mais si vous souhaitiez demander la délivrance d'une ordonnance de protection, vous n'aviez pas ce certificat médical. La loi du 30 juillet 2020 le permet, de sorte que la victime, si elle souhaite saisir le juge aux affaires familiales, va pouvoir transmettre ce certificat qui souvent quand même est extrêmement important parce qu'il vient démontrer l'imputabilité des coups et la vraisemblance entre le récit de la victime et les coups. La victime, elle peut aussi produire des témoignages, donc c'est des témoignages de tiers, de la famille, de personnes qui ont pu être témoins. Et à titre d'exemple, j'ai sollicité la délivrance d'une ordonnance de protection il y a une quinzaine de jours pour une de mes clientes et j'avais à mon dossier notamment le témoignage des voisins qui attestaient des cris, du bruit, du fait que l'auteur se présentait au domicile et donc que ça a permis de convaincre le juge de l'existence tant des violences que d'un danger potentiel futur de la victime. Ensuite, bien entendu, vous avez les appels téléphoniques et les messages électroniques. On peut donc produire des captures d'écran avec le journal d'appel du téléphone, avec imprimer les SMS. Et puis, si la victime dispose d'enregistrements vocaux, puisque devant le juge aux affaires familiales, il est difficile de faire écouter au juge un enregistrement vocal, un message laissé sur le répondeur du téléphone portable de la victime, on peut faire appel à un huissier de justice pour établir un constat. Alors, le problème majeur, c'est le coût, puisqu'un constat, ça peut aller jusqu'à 400 € et on sait que bien souvent, les victimes, malheureusement, eh bien, n'ont pas les moyens de financer un constat d'huissier. Donc, je vous précise quand même qu'il y a une association qui s'est créée d'huissiers de justice qui accepte de faire des actes gratuitement pour les femmes victimes de violences. Donc, si vous êtes confronté à des situations avec des victimes de violences, renseignez-vous s'il n'y a pas un huissier qui accepterait et qui ferait partie de cette association. En ce qui concerne la preuve de la vraisemblance des violences et du danger en lien avec l'auteur, il va falloir établir que l'auteur a un profil qui rend plus que plausible les déclarations de la victime. Alors, ça peut être les antécédents judiciaires, ça peut être des problématiques d'addiction psychiatrique, ça peut être le fait qu'il ait des armes, qu'il ait fait des tentatives de suicide. Sachant qu'il est important de vous préciser que lors de l'audience, qui se déroule pour savoir si on va faire droit à la demande d'ordonnance de protection ou non, le procureur de la République doit joindre son avis. Donc, il doit dire s'il est pour ou contre cette mesure de protection et il va fournir un élément essentiel, le casier judiciaire, s'il en a un de l'auteur, mais il va également fournir toutes les affaires dans lesquelles il est mis en cause. C'est-à-dire que il n'a pas forcément été condamné par un tribunal, mais on sait qu'il est mis en cause dans différentes procédures. Et ça, c'est un élément aussi extrêmement important, puisqu'avant, on n'avait pas forcément ces éléments-là. Et dans le dossier dont je vous parlais tout à l'heure, l'auteur avait un casier judiciaire avec une condamnation. En revanche, il était mis en cause dans plus de 20 affaires différentes et des affaires liés avec des faits de violence, des vols avec violence, des vols avec armes. Donc, ça venait quand même, encore une fois, démontrer que la victime était vraiment en danger face à cet individu.
Donc, à l'issue de l'audience, débat entre les parties, chacun va défendre ses arguments et le juge d'instruction va rendre une décision. Alors, le juge aux affaires familiales, pardon, va rendre une décision. Là encore, l'un des apports majeurs de l'ordonnance de protection, c'est que entre le moment où vous déposez la demande pour obtenir l'ordonnance de protection, la convocation des parties, l'audience et la décision, un délai maximum de 6 jours doit s'être écoulé. Ce qui, vous imaginez, est extrêmement important parce que concrètement, une victime vient vous voir lundi. Le vendredi, vous pouvez avoir obtenu une ordonnance de protection. Alors, ce délai, il n'est pas sanctionné, c'est-à-dire que si le juge vous rend la décision au bout de 8 jours, il n'y a pas de sanction. Mais en tout cas, à Perpignan, les juges aux affaires familiales respectent ce délai de 6 jours. Donc, vous voyez qu'on a la possibilité aujourd'hui d'obtenir une protection pour la victime dans un délai relativement court. Alors, une fois qu'on a cette ordonnance de protection, concrètement, qu'est-ce que le juge va pouvoir accorder à la victime? Vous avez 3 séries de mesures différentes. Donc, quand je vous disais en préambule qu'on avait un seul juge qui avait des prérogatives de droit pénal, des prérogatives de droit civil, eh bien là, vous allez voir concrètement en quoi ça consiste. Les mesures d'ordre pénal qu'un juge civil, qu'un JAF va pouvoir prendre, ça va être interdire, par exemple, à l'auteur de rencontrer la victime ou les enfants, ou un oncle, ou une tante, enfin toute personne qui serait susceptible de mettre en danger la victime. Et l'interdiction d'entrer en relation avec elle, c'est de quelque manière que ce soit, par le téléphone, par des lettres, etc. Il y aura la possibilité également pour le juge aux affaires familiales de proposer la pose d'un bracelet anti-rapprochement. Alors, le bracelet anti-rapprochement, on en a beaucoup entendu parler. On a encore peu de recul parce que, en tout cas, nous, sur Perpignan, je n'ai pas eu connaissance pour l'heure que des bracelets avaient été posés, mais ça veut dire concrètement que la victime et l'auteur vont être porteurs d'un bracelet anti-rapprochement et qu'on va délimiter un périmètre dans lequel l'auteur ne devra pas s'approcher. Et s'il s'approche, eh bien, ça va déclencher un système d'alarme, etc. Mais Victoria vous en parlera plus que moi, puisque en tant que directrice du SPIP, ils sont en charge de ces procédés. Les autres mesures d'ordre pénal, eh bien, ça va être l'interdiction de se rendre dans certains lieux. Et on sait que ça peut être d'une grande efficacité quand il est interdit à l'auteur de se présenter dans la commune où habite la victime, à l'école des enfants, sur son lieu de travail. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, grâce à l'ordonnance de protection, avoir une décision de justice sur mesure, adaptée véritablement à la victime, à sa vie, à sa personnalité, pour permettre une protection la plus efficace possible. Ça va être également d'interdire de détenir, de porter une arme. Et là encore, on sait que bien souvent, il est nécessaire de prononcer cette interdiction. En ce qui concerne le mariage forcé en particulier, il peut y avoir une interdiction temporaire de sortie du territoire de la victime pour qu'elle ne puisse pas être déplacée hors du territoire français et mariée de force. Les mesures d'ordre civil, eh bien, on revient à l'office naturel du juge aux affaires familiales. Donc, il doit se prononcer sur la résidence séparée et sur l'attribution du logement. C'est aussi fondamental parce qu'on sait que pour les victimes, c'est très difficile de devoir partir du domicile et de ne pas pouvoir le réintégrer parce que bien souvent, il y a des difficultés matérielles au relogement. Alors, depuis les lois issues du Grenelle, lorsqu'on a affaire à un couple marié, c'est de droit que la victime va pouvoir réintégrer le domicile. Donc, elle n'a même plus besoin de le demander. L'attribution se fait automatiquement. Pour les autres, les concubins, les partenaires liés par un PACS, il faudra le demander au juge. Je précise que même si la victime a été hébergée dans un foyer d'urgence un certain temps, ça ne lui interdit absolument pas de demander l'attribution du logement, au contraire. Et la loi va même plus loin, puisque si le juge n'attribue pas le logement à la victime, il doit rendre une décision motivée et expliquer très précisément pourquoi il ne va pas attribuer le domicile. Donc, on a vraiment les pouvoirs publics et le pouvoir législatif a vraiment voulu
que la victime puisse réintégrer le foyer familial avec les enfants. Il va également se prononcer sur les modalités de l'autorité parentale. Les modalités de l'autorité parentale, c'est quoi? Eh bien, est-ce qu'on maintient ou non un exercice conjoint de l'autorité parentale? L'autorité parentale, c'est tous les droits et devoirs qui découlent des pères et mères, c'est-à-dire l'inscription à l'école, le choix des activités extrascolaires, les choix religieux. Donc, est-ce qu'on maintient, oui ou non, un exercice conjoint, puisqu'on sait que ça sera l'occasion pour l'auteur violent d'exercer encore son emprise, d'utiliser la coparentalité pour entrer en contact avec la victime, exercer son emprise. Ensuite, le juge statue sur la résidence des enfants. Si c'est la victime qui a la résidence des enfants, quel droit accorder au père? Est-ce qu'on peut accorder un droit de visite et d'hébergement? Est-ce qu'on considère que l'intérêt des enfants est protégé en présence d'un homme ou d'une femme qui a pu se montrer violent? Donc, est-ce qu'on doit mettre en place des droits de visite dans le cadre de lieux protégés? C'est ce qu'on appelle les points rencontres. Donc, ça va être des lieux médiatisés en présence d'éducateurs qui vont encadrer le rendez-vous, et dans certains cas, et même assez souvent d'ailleurs, les juges prononcent des interdictions de sortir pour l'auteur violent. C'est-à-dire qu'il ne va pas pouvoir sortir avec ses enfants pour aller manger une glace ou se balader au parc. Ils ne pourront rester que dans ce lieu médiatisé, avec quand même le fait que ça va durer maximum 2 heures, et en fonction évidemment des disponibilités du point rencontre, ça peut être des rencontres une fois tous les 10 jours, 15 jours, 3 semaines. Donc, il y a véritablement, de ce point de vue-là, encore des progrès à faire, mais encore faut-il être parfaitement clair sur le fait que les enfants voient ou non l'autre parent qu'on considère comme… Comment je fais pour le baisser? Les mesures de protection et d'accompagnement, donc le juge aux affaires familiales va pouvoir proposer une prise en charge sanitaire, sociale, psychologique, des stages de sensibilisation, de responsabilisation à la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes. Donc ça, à mon sens, c'est vraiment ce qu'il faut développer, c'est-à-dire une véritable prise en charge de l'homme violent. Et donc le juge aux affaires familiales va pouvoir lui demander de suivre, de poursuivre des thérapies en groupe ou seul pour tenter qu'il prenne conscience que son comportement est violent et que ça met en danger la famille. Les mesures de protection, c'est également autoriser la victime à dissimuler son domicile. Alors, ça peut être une élection de domicile chez l'avocat pour tous les actes de la procédure, mais ça peut être aussi des élections de domicile dans des associations pour tous les actes de la vie courante. Et ça, on sait que c'est pour les victimes véritablement quelque chose d'important que l'auteur n'ait pas connaissance de leur adresse. C'est vraiment pour elles un élément fondamental. Et puis également, le juge va pouvoir prononcer l'aide juridictionnelle provisoire. L'aide juridictionnelle, c'est quoi? C'est la prise en charge par l'État de tous les frais de justice. Et c'est important, pourquoi? Parce que lorsque vous avez votre ordonnance de protection, il faut impérativement qu'elle soit portée à la connaissance de l'auteur par voie d'huissier. Et pour qu'elle puisse être portée à la connaissance et qu'elle soit efficace, il faut que ce soit extrêmement rapide. Donc, le coût de l'huissier peut s'avérer relativement élevé. Si le juge a prononcé dans sa décision l'admission de la victime à l'aide juridictionnelle provisoire, tout est pris en charge par l'État. Donc, c'est encore une fois une mesure supplémentaire de protection. Alors, l'ordonnance de protection, elle est valable 6 mois. Les mesures peuvent être prolongées, elles peuvent être modifiées. Et surtout, le simple fait pour l'auteur de ne pas respecter des mesures qui ont été ordonnées par le juge dans le cadre de sa décision, eh bien, c'est un délit pénal, ce qui est là encore une avancée, puisque vous n'avez plus besoin de prouver qu'il a été violent, qu'il a importuné la victime. Le simple fait qu'il ne respecte pas la décision de justice, eh bien, entraîne une comparution devant le tribunal correctionnel. Donc, vous voyez que le dispositif civil a été très largement amélioré.
Rapidement, en ce qui concerne le dispositif pénal, parce que je suis déjà trop longue, vous savez qu'en matière pénale, la victime peut déposer plainte, donc auprès des services de police ou de gendarmerie. Elle peut déposer plainte en ligne. Une prise de plainte peut être prise également à l'hôpital, c'est-à-dire que les officiers de police judiciaire se déplacent au chevet de la victime. Mais l'apport de la loi du 30 juillet 2020 également, c'est la levée du secret médical. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans certaines circonstances où la vie de la victime est en danger, et lorsqu'elle est dans une situation d'emprise, le médecin va pouvoir déroger au secret médical en faisant un signalement auprès du procureur de la République sans le consentement de la victime. Donc, ça, c'est quand même extrêmement important parce qu'on sait que beaucoup de victimes ont des difficultés à sortir du silence. Et donc là, eh bien, c'est une possibilité qui est offerte aux médecins. Il n'y a pas d'obligation pour eux de le faire. C'est une simple possibilité. Mais en tout cas, ils vont pouvoir signaler des faits au procureur de la République. Donc, une fois que la plainte a été enregistrée, elle est transmise au procureur de la République qui va choisir la réponse pénale. Soit il va classer sans suite, considérant que les faits ne sont pas caractérisés. Ça a été le cas pour Mireille lorsqu'elle vous parlait tout à l'heure. Et donc là, effectivement, la victime n'a plus de solution. Soit on saisit un juge d'instruction pour une information judiciaire dans les cas les plus graves, soit c'est un renvoi devant le tribunal correctionnel. Dans tous les cas, et tant que la juridiction n'aura pas statué sur la culpabilité de l'auteur, soit l'incarcération peut être prononcée, soit un contrôle judiciaire va pouvoir être prononcé avec, là encore, des mesures qui visent à protéger la victime. Et là, le juge pénal a des prérogatives du juge aux affaires familiales, qui va pouvoir suspendre les droits de visite et d'hébergement. J'attire votre attention également sur le fait que le téléphone grand danger peut être attribué dès le prononcé d'une interdiction d'entrer en contact avec la victime, mais également dans l'hypothèse où l'auteur n'a pas été interpellé ou qu'il est en fuite ou lorsqu'il n'y a pas du tout d'interdiction. Donc ça, c'est une mesure supplémentaire de protection des victimes puisque ce téléphone grand danger va pouvoir intervenir à n'importe quel moment de la procédure. Il suffira de le demander au procureur de la République. Comme je vous le disais, le procureur de la République et le juge pénal, ils vont pouvoir faire et prononcer certaines mesures, mais ils n'auront pas la possibilité de statuer sur le logement familial, à la différence du juge aux affaires familiales qui, lui, aura donc plus de prérogatives. Quand vous êtes devant la juridiction de jugement, la victime pourra se constituer partie civile et demander réparation des préjudices subis. En France, la peine encourue est fonction des blessures subies par la victime et notamment du nombre de jours d'incapacité totale de travail. Je vous ai trouvé un petit tableau qui vous permet de vous rendre compte que plus les violences sont graves et plus les peines encourues sont lourdes. Vous voyez que moins de 8 jours, 3 ans d'emprisonnement, 45 000 € d'amende, plus de 8 jours, 5 ans d'emprisonnement, 75 000 €. Vous voyez également à travers ce tableau les principales infractions qui existent et qui sont visées lorsqu'on est dans des cas de violence conjugale, les captations d'images, les violences habituelles, les harcèlements, le harcèlement, les menaces de mort, agressions sexuelles, etc., etc. Et dans les cas les plus graves, eh bien, lorsqu'il y a eu mort, viol, meurtre, des peines qui sont de réclusion pouvant aller jusqu'à 20 ans. Vous avez également la possibilité d'avoir des peines complémentaires et des peines de suivi socio-judiciaire. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le juge peut prononcer une peine de prison, mais surseoir à son application pendant un certain délai, à la condition que l'auteur respecte un certain nombre d'obligations qu'il va mettre à sa charge, donc des suivis socio-judiciaires, des obligations de travailler pour indemniser la victime, etc., etc. Et s'il ne respecte pas ces obligations, il est incarcéré. Donc, on a quand même la possibilité de veiller d'un peu plus près sur nos victimes. Je finis en vous précisant que la loi du 30 juillet 2020 a créé de nouvelles infractions dont l'objectif est une fois encore de renforcer la protection des victimes. On sait que bien souvent, nos victimes, elles sont géolocalisées, c'est-à-dire qu'elles vont faire leurs courses, elles tombent sur leur ex-compagnon, elles vont au cinéma, elles tombent sur l'ex-compagnon, et bien souvent, c'est parce qu'ils ont géolocalisé avec des puces
les moyens techniques importants de nos jours leur permettent de le faire très facilement. Donc là encore, c'est une infraction pénale, ce délit a été créé. Vous avez d'autres délits, vous avez le vol d'un moyen de télécommunication entre conjoints ascendants ou descendants. C'est important puisqu'avant, le vol entre époux n'existait pas. Donc jusqu'au 30 juillet 2020, l'époux qui volait son épouse ou le contraire pour l'empêcher de communiquer avec l'extérieur, ce n'était pas punissable. Aujourd'hui, ça l'est. Et puis, vous avez des peines qui ont été aggravées lorsqu'il y a des usurpations d'identité, des messages malveillants. Alors, je pourrais vous en parler encore pendant longtemps. J'ai fait un survol rapide des mesures les plus importantes. En tout cas, une chose est certaine, c'est que 10 ans après, l'ordonnance de protection, c'est encore un outil qui n'est pas suffisamment utilisé. Et face à des faits de violence, le réflexe immédiat, c'est le dépôt de plainte. Pourtant, l'ordonnance de protection, c'est un outil complémentaire, efficace et surtout, ce qu'on peut constater au quotidien, c'est c'est une alternative pour la victime qui n'est pas toujours prête à engager des poursuites pénales parce que le juge pénal, ça fait peur. Et donc, elle hésite à engager des poursuites contre l'homme qui partage sa vie ou qui l'a partagée. Et finalement, cette ordonnance de protection avec un juge aux affaires familiales, c'est souvent une première étape pour se défaire de l'emprise des auteurs. Donc, si dans votre vie sorope, dans votre vie professionnelle, dans votre vie personnelle, vous êtes confronté à des personnes victimes de violences, surtout parlez-leur de l'ordonnance de protection parce que, outre qu'elle est rapide, elle permet véritablement d'apporter une protection spécifique à la victime en fonction de sa vie, de ses enfants et de ce qu'elle désire. Donc, c'est absolument indispensable de l'utiliser parce que c'est un vrai moyen aujourd'hui de protection. Voilà Bernadette. Merci, un grand merci Carole pour cet exposé très intéressant. Et je passe tout de suite, je présente notre troisième intervenante, Victoria Potier. Donc j'aimerais bien qu'elle ouvre sa caméra et son micro. Donc Victoria est une toute jeune femme de 26 ans. Elle est directrice du service pénitentiaire d'insertion et de probation de Metz, SPIP. Victoria a obtenu en 2017 un diplôme universitaire de criminologie à la faculté de Nancy. En 2018, son master 2 de droit pénal et de sciences criminelles. La protection et le développement des droits des femmes lui tiennent particulièrement à cœur. Donc, Victoria, à toi. Merci d'être là. Merci beaucoup. Vous m'entendez toutes et tous? Oui. Oui, c'est bon? Oui. Très bien. Oui. Leurs micros sont coupés, donc elles ne peuvent pas réagir. Hein, mais moi, je te dis qu'on t'entend bien. Oui, on vous entend. Donc voilà, en effet, je suis directrice pénitentiaire d'insertion de probation à Metz depuis 2 mois. Je suis fraîchement affectée. En milieu ouvert, c'est-à-dire pas en milieu fermé, pas en détention. Donc mon métier, c'est la gestion d'un service pénitentiaire d'insertion de probation et de ses personnels qui sont les conseillers en milieu ouvert pour les personnes qui sont condamnées sans être incarcérées. La mission principale du service pénitentiaire d'insertion de probation du SPIP est la prévention et la lutte contre la récidive. Nous sommes un service qui est mandaté par l'autorité judiciaire pour assurer l'effectivité du suivi judiciaire des personnes placées sous main de justice, que l'on appelle PPSMJ dans notre jargon. Donc, nous intervenons en présentiel, comme justement Carole l'avait indiqué, en contrôle judiciaire, mais aussi en assignation à résidence sous surveillance électronique. Pour la détention, c'est le milieu fermé qui s'en occupe. Nous intervenons également en post-sententiel quand la personne est condamnée par la juridiction de jugement. Donc, on a beaucoup de personnes en sursis probatoire, qui est l'ancien sursis mis à l'épreuve. Et d'autres mesures également. On suit également les condamnés pour des mesures d'aménagement de peine, des tiges, travail d'intérêt général, libération conditionnelle, etc. En somme, nous sommes les yeux et les oreilles des différents magistrats qui nous mandatent. Nous avons une mission de rôle et de conseil et d'aide à la décision judiciaire, notamment présententielle. Donc, pourquoi service d'insertion de probation? Parce que d'une part, on contrôle le bon respect des obligations judiciaires des différentes mesures prononcées. C'est le côté probation. D'autre part, nous sommes en charge de l'évaluation des personnes placées sous main de justice.
et on assure un accompagnement afin de trouver des solutions aux problématiques identifiées dans le but d'assurer leur insertion ou réinsertion. Donc voilà, ça c'était pour l'aspect un peu présentation du métier et de mes missions générales. Concernant le SPIP et les violences conjugales plus particulièrement, donc dans le panel de personnes que nous suivons quotidiennement, les panels de personnes condamnées suivies par le SPIP, forcément ce type d'infraction, tout ce qui est violence conjugale, intrafamiliale, sont de plus en plus nombreuses. On constate vraiment que aujourd'hui, ces dossiers sont en augmentation constante. Les condamnations sont de plus en plus nombreuses et les peines sont de plus en plus sévères. Il y a une véritable volonté politique en fait, qui est affichée pour lutter contre ces actes. Nous avons comme consigne, par notamment la direction de l'administration pénitentiaire, d'assurer un suivi de ces personnes avec une particulière vigilance. Donc, c'est-à-dire avec des convocations plus rapprochées, ou par exemple, durant les périodes de confinement, dès qu'on avait des dossiers justement par rapport aux violences intrafamiliales et conjugales, on nous demandait notamment de convoquer ces personnes en présentiel et de ne pas assurer forcément des entretiens téléphoniques. Donc, c'est vrai qu'on a vraiment eu quelque chose d'assez comment dire, sécuritaire par rapport à ça. Voilà. Donc, d'autre part, en gros, le SPIP est en charge du coup de dossiers de personnes. Donc, un conseiller se voit attribuer un dossier, une personne. Elle se doit d'évaluer la personne et lui proposer le suivi le plus adapté à ses problématiques. Donc, par exemple, quand il s'agit d'auteurs de violences conjugales, il y a souvent des problématiques d'addiction en fait, qu'on retrouve, souvent l'alcool, notamment lors des passages à l'acte. Et également, parfois, au niveau des profils, des représentations, par exemple, des représentations sociales. L'image de la femme, parfois, énormément dévalorisée, etc. Donc, justement, pour accompagner ces personnes, essayer de les sortir de ce carcan, nous avons un tissu partenarial assez fourni, notamment en matière de soins, ce qui permet de travailler ces problématiques-là. Donc, on les oriente vers les CMP, les XAPA, etc. De plus, depuis quelques temps, il y a vraiment un développement, car on a fait référence des prononcés de stages de responsabilisation pour la prévention de la lutte contre les violences conjugales au sein du couple. Alors, c'est des obligations qui peuvent être prononcées par les magistrats. Donc, de ce fait, dans ce cas de figure, nous, notre service se charge d'orienter la personne vers une structure adaptée et spécialisée dans cet accompagnement. Et pour prendre l'exemple de Metz, ce sont des professionnels de l'AIEM, Association d'information et d'entraide mosellane, je ne sais pas si vous la connaissez, qui s'en chargent. Donc voilà, donc, à travers ces stages qui peuvent être collectifs, ces professionnels travaillent justement sur les représentations, etc. Aussi, le SPIP a eu un rôle important concernant justement le respect des obligations particulières lors du suivi des mesures judiciaires. Il y a notamment cette interdiction d'entrer en contact avec la victime souvent. Donc, notre service vraiment est vigilant s'il y a la moindre incartade de la part de l'auteur et en est informé. Souvent, les conseillers sont amenés également à appeler les victimes, à savoir voilà, si les mesures sont respectées, notamment quand il y a des demandes d'aménagement de peine. On contacte la victime pour savoir s'il n'y a pas comment dire, il n'y avait pas de signes avant-coureurs, si l'aménagement de peine peut être accepté, toléré, s'il y a des choses comme ça. De plus, les SPIP, Metz ou ailleurs, participent à l'éviction de l'auteur de violence en trouvant des structures adaptées pour le placer et l'éloigner de sa structure familiale. Parce qu'en effet, on constate que beaucoup d'auteurs restent en fait dans les domiciles et souvent on appelle justement les femmes victimes de violence à se déplacer elles-mêmes avec leur famille. Donc du coup, nous, le but aussi du SPIP, c'est de trouver des structures et de les placer dès qu'on a connaissance d'actes, c'est même parfois en pré-sententiel, en contrôle judiciaire, dans des structures qui peuvent les accueillir pour justement les éloigner de leur structure familiale. Ensuite, il y a des actions qui peuvent être menées, comme cela a été le cas à Thionville en 2019, dans le cadre de la justice restaurative, qui sont des rencontres auteurs-victimes. Mais bien entendu, pas des rencontres avec les auteurs et leurs victimes propres. C'est des auteurs de violences conjugales et des victimes de violences conjugales choisis, un appel à candidature et accompagné par les structures justement d'accompagnement. Okay. Il y a eu cette expérience menée tout au long de l'année 2019, il me semble, sur 9 ou 10 mois à Thionville, et c'était un franc succès justement. Et ça a permis, je pense, à chaque partie, auteur comme victime, voilà, de comprendre, de cheminer, etc. Et puis de sortir tout le monde de ce carcan de violence. Enfin, et je fais référence aux propos de Carole, actuellement à Metz, nous sommes en train de préparer le déploiement
du bracelet anti-rapprochement, qui est une mesure de protection et qui devrait arriver et être prononcée d'ici début 2021. Donc, notre service n'a pas une énorme marge de manœuvre par rapport au bar. Pour le moment, ce qui est prévu, parce que le protocole concernant Metz n'est pas encore établi, mais c'est que la pose du bracelet concernant le bar pour l'auteur sera effectuée dans notre service, donc dans mon antenne. Après, si les alarmes, par exemple, si l'auteur rejoint la personne trop proche en fonction justement du périmètre qui est délimité, des alarmes seront générées, mais les alarmes ne seront pas traitées par le SPIP. Ces alarmes seront traitées par des entreprises privées. Voilà, donc on attend pour le moment de voir de quelle manière les magistrats se saisiront de ce bar qui pourra être prononcé à tous les stades de la procédure et par d'autres magistrats que les pénalistes. C'est là où on élargit vraiment la protection à tous les services, notamment juges d'instruction et juges aux affaires familiales. Donc ce dispositif complétera toutes les autres mesures en lutte de violence en matière de lutte contre les violences conjugales. Violence à écrasante majorité commise envers les femmes et par des hommes, malheureusement aujourd'hui. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui sur ma pratique. Et voilà. Et j'espère que justement le déploiement des mesures, notre accompagnement au sein du SPIP continuera justement de s'axer vers cette voie et d'avoir des choses de plus en plus précises, des partenaires de plus en plus fournis et qu'on arrivera à limiter la récidive dans ce domaine infractionnel. Voilà. Merci beaucoup Victoria pour cette belle intervention également. Est-ce que Françoise, tu veux réagir à chaud et après on passe la parole à Nicole s'il y a eu des questions. Je veux bien intervenir après ces trois interventions. Juste dire que je suis très impressionnée. D'abord, je veux dire merci à Mireille. Mireille qui a réussi à parler. Et nous savons que la parole en la matière est extrêmement difficile. Alors, elle a parlé il y a 20 ans, les moyens étaient différents, et elle touche du doigt ce qui encore aujourd'hui pose problème, c'est permettre aux femmes de parler et d'en parler. C'est la première chose. Alors, merci Mireille déjà pour cela. Mireille a touché aussi du doigt un problème, enfin une question qui me paraissait essentielle. Après les coups, après cette période, on arrive, elle est ailleurs, et de quoi a-t-elle peur? De le voir surgir ici, là-bas, ailleurs, à la sortie des écoles, cette peur qui maintenant, alors je ne dis pas qu'elle n'existe plus, elle existera toujours, mais en tous les cas, des dispositifs récents permettent d'ores et déjà d'interdire, et ça je crois que c'est une grande avancée, d'interdire à l'auteur de fréquenter tel lieu ou de rencontrer telle personne. C'est quand même un sacré moyen de l'éloigner de sa victime. Donc encore merci Mireille, je ne parlerai pas de l'intervention de Carole, brillante, complète. Je suis impressionnée car je dois rappeler quand même que j'ai très peu connu ces lois, puisque j'ai pris ma retraite en 2012. En tous les cas, je ne les ai pratiquement pas pratiquées, et surtout les récentes, pas du tout. Et je dis quand même que l'évolution est assez extraordinaire. Un mot sur l'intervention de Victoria. J'ai envie de dire, voilà, Victoria, dans ses fonctions, touche du doigt l'essentiel dans le cadre de la prévention de la récidive, c'est l'individualisation des peines. J'ai vu quelques réactions où on dit « bravo, on éloigne l'auteur », bravo pour les centres d'hébergement. Alors, c'est récent, les centres d'hébergement, il y en a peu, mais c'est quand même l'un des outils à développer pour que les auteurs puissent être traités, c'est le traitement, et donc ne récidivent pas, car c'est le seul moyen de mettre un terme, en tous les cas, et participer amplement à la lutte contre les violences conjugales.
la prison, voilà. Avant, nous avions la prison. Eh bien, maintenant, il y a des tas d'autres choses. Parce qu'après la prison, il n'y avait plus rien. Maintenant, il y a des outils qui sont quand même, alors, il faudra les appliquer, certes. Et l'application, Carole l'a dit, pour l'ordonnance de protection, en 2010, très faible application de l'ordonnance de protection pour X raisons, qu'on n'évoquera pas ce soir. Je préfère qu'on puisse répondre aux questions qui seront posées. Mais actuellement, quand même, cette ordonnance de protection qui est mieux connue par les avocats est enfin appliquée. Voilà, j'arrêterai là, je pourrais encore en parler très longtemps. Mais Nicole, merci Bernadette. voilà, Nicole a suivi les questions de. Alors écoutez, oui. si je m'écoutais, je vous dirais où on en reste là. Parce que je trouve que Françoise a très très bien résumé les interventions des unes et des autres et que les questions que j'ai à vous poser sont des questions de détail et qui n'apporteraient rien de plus au débat. Ben, je suis d'accord avec toi, Nicole, parce que c'est l'heure et je pense que c'est important de maintenir le timing. Bon, encore désolée pour le problème qu'on a eu au départ. Donc, les abonnements Zoom, un abonnement normal s'arrête à 100 participants. Et puis, on a pris une extension jusqu'à 500. On a vérifié, mercredi, nous étions 120, il n'y a eu aucun problème. Alors, ce soir, on a été limité à 100. Donc, lorsqu'on a été à 100 participants, les autres ne pouvaient plus se connecter. J'ai 23 messages de personnes qui disent « je ne peux pas me connecter ». Donc, on va voir ce problème technique pour la prochaine fois. Et je suis vraiment désolée. Alors, je voudrais juste terminer en conclusion par la phrase de Ban Ki-moon, ancien secrétaire général des Nations Unies. Il y a une vérité universelle, valable dans tous les pays, dans toutes les cultures et dans tous les groupes. La violence à l'égard des femmes n'est jamais acceptable, jamais excusable, jamais tolérable. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci à toutes les intervenantes. Merci.